Mon message à la salle pour cette nouvelle entité Auvergne-Rhône-Alpes a été de faire prendre conscience à l'ensemble des participants qu'aujourd'hui et encore plus demain, ce territoire sera structuré autour des 4 métropoles de la région, Clermont, Saint-Étienne, Lyon et Grenoble, et puis ce que j'appelle la métropole cachée. La métropole cachée de cette région étant le franco-genevois, structuré autour de Genève et d'Annemasse. Jusqu'à présent, à l'échelle des 2 entités régionales précédentes, la question transfrontalière n'existait pas en Auvergne. Elle existait en région Rhône-Alpes, mais au travers de la fusion et de la création de cette nouvelle entité territoriale, cette question transfrontalière va aussi traverser l'ensemble du territoire et elle doit être prise en compte par cette nouvelle entité régionale. Alors Michel Lefao, dans votre propos introductif, vous avez relevé quelque chose de particulièrement intéressant. Vous avez parlé à propos de l'Atlas, de la nécessité de matérialiser des interdépendances et de se doter d'une ingénierie pour aller plus loin dans ces interdépendances. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ce point? Oui, nous avons besoin d'aller plus loin dans ces interdépendances pour plusieurs raisons. Je pense qu'il est nécessaire qu'au niveau de la région, l'institution régionale puisse développer une vision stratégique de son territoire. Cette vision stratégique, elle peut être alimentée par le travail des agences d'urbanisme qui sont déjà structurées en réseau, historiquement à 2, puis à 3 et maintenant à 4, autour des 4 agences d'urbanisme des 4 aires métropolitaines qui structurent le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et y compris par nos travaux, par notre expérience, par notre collaboration aussi avec les territoires limitrophes, nous avons aujourd'hui une vision exhaustive de ce territoire et nous voyons comment nous allons pouvoir l'organiser et le structurer sur un certain nombre de domaines qui seront importants et stratégiques pour l'avenir de notre région dans les années qui viennent. Je dirais des études aux élus, mais je vais même plus loin, des études aux projets, y compris dans la mise en œuvre aujourd'hui d'un certain nombre de projets structurants sur ces territoires-là. Ils sont le fruit d'études qui ont pu être produites par les agences d'urbanisme antérieurement, il y a quelques années, et ensuite les élus ont fait mûrir ces idées, ont fait mûrir ces projets et ont pu, au travers de la mise en œuvre de ces projets, les faire émerger. Je pense que c'est important pour l'ensemble des acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes de prendre conscience de ce nouveau référentiel. Auparavant, dans chaque région, on avait une vision de son territoire sans trop savoir ce qu'il se passait sur le territoire d'à côté. Y compris au travers de la production de ces 3 atlas, ça nous permet de prendre conscience de la totalité des problématiques existantes à l'échelle de cette nouvelle région. Un exemple très concret, c'est aujourd'hui la première région européenne de montagne, avec une part importante de son territoire qui est située en altitude. C'est aussi la première région industrielle de France en nombre de salariés et en poids économique. Il est important qu'au travers de la production de ces documents, on puisse prendre conscience de ces nouveaux référentiels et ce qui nous permet aussi de devoir être responsable à l'égard de l'avenir de ce territoire et quelque part d'en avoir une vision stratégique et ne pas se laisser vivre sur un certain nombre d'acquis, mais justement de mettre en avant les forces de ce territoire pour pouvoir le développer. Cette solidarité, elle s'exerce déjà à l'échelle du territoire. Pour l'exemple de la métropole de Lyon, nous avons pu, au travers de différentes études, pilotées notamment sous l'égide de la métropole de Lyon, mais aussi en lien avec des partenaires, montrer que quand bien même le territoire était attractif et riche et contribuait de façon significative à la production de la richesse sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons aussi réussi à démontrer que cette richesse ruisselait sur les territoires limitrophes et que quelque part, le fait qu'il y ait au sein de ce territoire des territoires métropolitains plus un réseau de villes moyennes qui rayonnent autour de ces métropoles, cela contribue justement aussi à la mise en place de cette solidarité à l'échelle du territoire. Cet appui à la décision, cet appui à l'élaboration d'un certain nombre de politiques publiques est important. Il peut être mené bien évidemment en collaboration autour
du réseau des 4 agences de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a vu des éléments plutôt tournés aujourd'hui autour de l'économie, mais on pourrait avoir demain des réflexions sur les solidarités à l'échelle du territoire, sur la question de la santé, sur la question de la structuration de ce territoire, sur un certain nombre d'enjeux qui sont importants pour nos concitoyens demain. Michel Lefaou, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et d'avoir évoqué ce partenariat Urba 4, INSEE avec le SGAR, et on vous souhaite effectivement de prochaines collaborations tout à fait intéressantes sur ces sujets. Merci monsieur. Christiane de Montes, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de la FREREF, Fondation des régions européennes pour la recherche, l'éducation, la formation. Alors c'est 3 mots magiques qui vous amènent ici à intervenir dans le cadre d'une réflexion sur la question de Auvergne-Rhône-Alpes. Comment vous liez ces 3 mots magiques et justement cette nouvelle entité régionale? D'abord, les régions ont une grande compétence en matière de formation, de recherche et d'éducation. Et c'est comme ça d'ailleurs que la Fondation des régions européennes s'est créée à l'initiative de la région Rhône-Alpes, mais aussi de ce qu'on appelle les 4 moteurs, c'est-à-dire la région du Bade-Württemberg, de la Lombardie et de Catalogne, sur ces questions de formation qui devenaient un enjeu dans les années 90, un enjeu majeur, puisque les régions acquéraient la compétence de la formation, de l'éducation, de la recherche. Comment on aidait les régions et plus globalement les territoires et les collectivités à mettre en œuvre des politiques publiques qui répondent à la fois aux besoins des populations et aux besoins de l'économie. Alors là, on le voit à l'occasion de la parution de ce 3e atlas sur cette nouvelle entité régionale, que peut-être il faut repartir sur un nouveau référentiel. Alors vous, madame, vous avez le recul, puisque vous avez été en responsabilité sur des fonctions importantes à la région. Comment vous voyez les choses dans la façon de repartir sur ce nouveau référentiel? D'abord, il ne faut pas renier le passé. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais dire ce qui a été fait avant n'est pas bien. Le monde change, les régions changent, les gens changent, et du coup, il faut s'adapter. Là, il y a un vrai enjeu pour faire vivre la formation tout au long de la vie, la rapprocher du besoin des entreprises, mais aussi pour permettre à l'ensemble des réseaux d'acteurs, et c'est l'intérêt d'une journée comme celle-ci, de prendre connaissance d'un certain nombre de données, mais aussi de se connaître. Parce qu'on pourra bien mettre en place toutes les politiques publiques qu'on veut, si les individus comme des acteurs économiques, sociologiques, de responsables de transport ne s'approprient pas ces politiques publiques, les gens resteront dans leur coin. Et donc je crois que l'intérêt d'une journée comme celle-ci, c'est bien de prendre connaissance de ce nouvel atlas, de ces données très intéressantes, mais aussi de se rencontrer et de se connaître. Alors, vous avez d'ailleurs dans votre propos insisté sur la notion d'articulation entre métropole, région, des territoires d'excellence, faire attention à des territoires de relégation. Donc voilà, c'est un optimisme qui permet de renouer avec notre vision. Oui, c'est un optimisme, mais c'est aussi une volonté politique, c'est-à-dire que dans les territoires, dans toute politique, il y a des atouts et des risques. Et c'est ça qu'il faut arriver à prendre en compte pour permettre à ceux qui sont dans des dynamiques, de poursuivre ces dynamiques, mais permettre aussi à ceux qui ont vécu, alors quand je dis ceux, c'est à la fois des gens et des territoires et des entreprises, c'est très large, à ceux qui ont vécu des fractures, des ruptures, que ce soit des fermetures d'entreprises, du licenciement, des abandons de formation, puissent aussi s'y retrouver, c'est-à-dire que quelle que soit sa situation, on puisse profiter de l'excellence des autres et des politiques publiques. Et je pense que c'est l'essence même de la politique que de faire en sorte qu'on permette aux uns et aux autres de se développer, mais quel que soit l'endroit d'où l'on part. L'endroit, quand je dis endroit, c'est à la fois le lieu, le niveau de formation, les caractéristiques sociales et culturelles, et on est tous auvergnats-rhône-alpins, et c'est ça l'enjeu. Et puisqu'on parlait ce matin de l'Europe, là c'est pareil, on peut bien dire des choses sur on est content des politiques européennes ou pas. En France, on dit beaucoup que tout ça est de la faute des politiques européennes, ce qui est faux. Enfin, il faut arrêter de dire si ça ne va pas, c'est de la faute de l'autre. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des enjeux. Et par rapport à ça, la mise en réseau
la relation entre les différentes institutions, entre les différents acteurs, entre les différents politiques, entre les différents opérateurs, c'est ça qui construit la région, c'est ça qui construit la France et c'est ça qui construit l'Europe. Bruno Lacroix, bonjour. Bonjour. Alors, quel plaisir de vous interviewer. Vous êtes président du conseil de surveillance du groupe Aldès et bien sûr, on vous connaît dans d'autres fonctions. Alors, ma première question, vous assistez aujourd'hui à ce séminaire sur les nouveaux atlas Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, est-ce que c'est une évidence, Auvergne et Rhône-Alpes? Alors écoutez, dans le monde économique, oui. Je dis toujours avec humour, il y a belle lurette que beaucoup d'entreprises ont des réseaux commerciaux qui sont Auvergne-Rhône-Alpes, voire Bourgogne-Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça existe depuis des décennies. On est la banque, la plupart des réseaux bancaires sont Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, si le monde politique auvergnat a les yeux tournés vers Paris, ce qui est normal, par contre, le monde économique a les yeux tournés vers Rhône-Alpes, car la zone de chalandise naturelle de l'Auvergne, c'est Rhône-Alpes. C'est là où sont leurs clients, c'est là où sont leurs relations commerciales. Je trouve que c'est probablement la plus belle cohérence de fusion de régions, Auvergne-Rhône-Alpes, par rapport aux autres régions françaises. Alors continuons sur ces éléments de cohérence ou peut-être de petite incohérence. Vous avez ce matin dans votre propos relevé un paradoxe, à la fois des fleurons industriels, les entreprises, et en même temps une difficulté à aller sur un podium en tant que région européenne. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, s'il vous plaît? C'est une étude que nous avions faite en partenariat avec l'INSEE en tant qu'Institut Confluence. Institut Confluence dont l'objet était de promouvoir l'industrie dans la région Rhône-Alpes. Cette étude était faite à la dimension rhône-alpine à l'époque, puisque la fusion n'était pas faite. Et dans le cadre de cette étude, on avait analysé le tissu industriel de la région et on l'avait comparé aux autres grandes régions industrielles européennes, comparant à chaque fois les régions non capitales. Puisque Île-de-France est une région capitale, on ne sait pas comparer. Ça met en évidence plusieurs choses. Une première, c'est la richesse du tissu et la diversité du tissu industriel dans cette région ici. Probablement le premier atout de la région. Mais la faiblesse, c'est qu'il n'y a aucun grand pôle d'activité automobile, aéronautique, chimie, pharmacie ou autre, dans aucun pôle d'activité, la région Rhône-Alpes n'est sur le podium comparée aux autres régions européennes. Jamais première, jamais deuxième, jamais troisième. Elle est dans la moyenne, elle est entre quatrième et huitième. Ce qui montre qu'en fait, on n'a pas de grosses activités qui tirent l'économie de la région. Vous prenez Airbus à Toulouse ou à Hambourg, Airbus tire toute l'économie régionale. L'automobile en Bavière ou en Bade-Wurtemberg, ça tire toute une économie régionale. Ce n'est pas le cas ici. Et du coup, quand on a une économie industrielle française qui faiblit, de par une absence de politique industrielle de qualité dans ce pays, voire même on aborde la finance et l'industrie, et donc on n'a jamais que la conséquence de ce qu'on a abordé, du coup on a un tissu qui souffre. Voilà la faiblesse de cette région. Alors, on ne peut pas rester sur cette note, un petit peu plus vigilante. On va revenir sur peut-être un élément d'enthousiasme. Vous l'avez dit, on vous connaît pour ça, l'international. Mon Dieu, c'est une région ouverte par définition sur l'international. Absolument. Alors, l'avantage quand même dans ce tissu, c'est d'avoir quelques belles entreprises et des ETI en particulier. Et ces ETI, depuis un certain nombre d'années, ont compris qu'en fait, l'exportation ne suffit pas. On ne vend pas dans le monde entier le produit qu'on fabrique pour le marché français. Et que du coup, il faut concevoir des produits adaptés aux différents types de marchés. On a des produits Nord-Amérique, on a des produits Chine, on a des produits Inde. Et que la plupart du temps, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est les développer sur place, les fabriquer sur place pour les marchés locaux. Et ça, c'est la grande force d'un certain nombre de nos fleurons, bien sûr des grands groupes internationaux qu'on connaît, mais du tissu de nos ETI régionales. Très bien, et pour conclure, quelle sera votre prochaine destination en Auvergne-Rhône-Alpes? Moi, c'est simple, j'adore la vallée du Rhône. C'est vrai que j'ai petite résidence secondaire là-bas, j'ai découvert la vallée du Rhône et je trouve que un des projets que pourrait prendre le Conseil régional, c'est de valoriser tous les trésors de la vallée du Rhône, de Lyon jusqu'à la Méditerranée. C'est fabuleux ce qu'on a dans ce couloir. Et les millions de touristes qui montent et descendent dans la vallée du Rhône chaque année ne savent pas en profiter. Mais on invitera à aller visiter l'Auvergne aussi, hein, on est d'accord? Oui, ça sera un autre projet. À très bientôt, monsieur. Merci beaucoup. Jean-Pierre Berger, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir à l'occasion de ce séminaire. Vous êtes le nouveau président de l'agence d'urbanisme de Saint-Étienne. Et PUR, vous voulez en dire quelques mots? Écoutez, je suis président depuis un mois. Moi qui viens du monde de l'entreprise, donc il y a quelques années, avant de passer au monde des collectivités, je retrouve un peu tout ce qui se passe dans l'entreprise en termes d'indicateurs, d'études de marché, de chiffres, de résultats, d'objectifs,
que j'avais un peu perdu de vue dans les collectivités, que je retrouve dans l'agence d'urbanisme. Donc c'est tout boni pour moi. Vous retrouvez cette définition intéressante qu'un interlocuteur a donnée, les agences intermédiaires entre le monde des études et le monde du projet. Entre le monde de l'entreprise, le monde des élus, le monde de la collectivité, avec en plus une dimension que j'avais aussi un petit peu oubliée, qui est une dimension managériale, parce que ce sont des fortes personnalités, les gens qui sont dans les agences d'urbanisme, notamment à travers les talents, à travers les compétences, à travers les expertises. Donc tout ça, il faut le manager et moi je tire un grand coup de chapeau à nos directeurs parce que je redécouvre un monde que j'avais un peu perdu de vue, que je ne retrouve pas d'ailleurs dans les collectivités. Ce sont des approches totalement différentes en termes de management, notamment en termes de levier pour pouvoir motiver les hommes. Revenons à l'Atlas Auvergne-Rhône-Alpes. Donc aujourd'hui, le 3e tome est paru. On a une jolie trilogie. Première réaction, Jean-Pierre Berger, cette nouvelle entité Auvergne-Rhône-Alpes, que vous inspire-t-elle On a entendu beaucoup le mot diversité. Est-ce que c'est un mot qui vous parle? Ouais, complètement. Moi, l'entité, je l'aperçois comme un patchwork en fait. Il y a un petit peu de tout dans ce territoire. En termes de richesse, où on voit que beaucoup de richesses sont autour des grands centres urbains. En termes d'étalement urbain, étalement rural par rapport à nos objectifs territoriaux d'environnement et de développement durable. En termes de savoir-faire, avec des très très fortes identités locales. Je pense à ma ville de Saint-Étienne, où il y a vraiment un artisanat, un maillage de PME, PMI qui n'est pas du tout le même que dans la région lyonnaise ou grenobloise. Oui. Des savoir-faire qui sont issus de la mécanique, c'est-à-dire un petit peu, même beaucoup ouvriers, par rapport à des donneurs d'ordre qui sont dans les autres régions, ce qui fait que c'est un maillage très très intéressant en termes de diversité, mais qui se traduit aussi par la diversité des hommes et des populations. C'est très très intéressant de ce côté-là en termes d'analyse. Michelin, vous-même Oui. Casino, alors les grands fleurons, voilà, on les perçoit dans cet atlas, on les ressent. Oui, on les perçoit, on les ressent, mais encore une fois, par rapport au peuplement et par rapport aux hommes surtout. On en a très peu parlé ce matin des hommes, mais c'est quand même eux qui font notre maillage de territoire. Et c'est par eux que passe ou la réussite ou l'échec du territoire. On se retrouve entre plusieurs villes de notre grand territoire, des villes qui ont les mêmes problématiques, mais très souvent des solutions différentes. Et je trouve que c'est vraiment la richesse de cet ensemble. Vous êtes particulièrement motivé pour continuer à travailler dans le cadre de ce réseau, ces collaborations avec l'INSEE et le SGAR, pour travailler effectivement ce maillage territorial. Motivé à fond, oui, d'autant plus qu'il arrive maintenant les 4 métropoles, puisque Saint-Étienne et Clermont vont devenir métropole en 1er janvier 2018. Et que ça, c'est un nouvel enjeu parce que c'est une question ça risque d'être une question de rapport de force, soit entre les territoires et la région, soit entre la région, les territoires, les métropoles et l'État. Donc ça va être intéressant à construire tout ça. J'imagine que pour le président de l'agence de synthé que vous êtes, des nouvelles collaborations possibles sur de nouveaux sujets, de l'Atlas ou d'autres publications? Ah ouais, moi ce que j'aime bien, c'est les rencontres entre les hommes. Ce matin, on a eu des rencontres très très riches. J'espère que ça va continuer cet après-midi et c'est ce qui m'intéresse surtout. Merci beaucoup pour cette merci première interview. Merci monsieur. Alors Jean-Paul Brett, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un président d'agence d'urbanisme de Grenoble particulièrement actif à soutenir le réseau Urba 4 Oui. et la parution de ces atlas. Pourquoi ce soutien indéfectible sur cette question de la connaissance de ce nouveau territoire Auvergne-Rhône-Alpes? Disons que l'agrandissement de la région Rhône-Alpes avec l'Auvergne, c'était une opportunité pour finalement aider l'ensemble des décideurs, publics mais pas seulement, à mieux connaître cette nouvelle région. Parce que c'est vrai que c'était deux régions qui avaient sûrement de bonnes raisons de s'associer, mais qui en même temps étaient différentes. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, avec cette connaissance commune, il y a un pas qui a été franchi dans la façon d'envisager l'Auvergne-Rhône-Alpes? Il a été confirmé déjà ce matin qu'effectivement, ces atlas vont aider les décideurs à mieux connaître les enjeux, les faiblesses et les atouts. Et c'est vrai que c'était pour nous aussi l'opportunité de mettre en valeur le savoir-faire des agences. Les dynamiques, les contraintes, s'il y avait un point dans chaque situation, qu'est-ce qui vous apparaît très intéressant dans l'un et dans l'autre? On a à nouveau, disons, insisté sur la diversité de cette région Rhône-Alpes qui fait partie des régions riches, oui, mais qui a quand même de forts enjeux liés à la montagne et renforcés encore par l'arrivée de l'Auvergne, des forts enjeux en matière agricole aussi. Et là aussi, l'Auvergne présente des enjeux importants. Et puis la forêt. Donc c'est vrai que ça a été peut-être une aide à bien prendre conscience de ces enjeux-là, aux côtés évidemment des métropoles, cette réputation que notre région peut avoir, donc d'innovation et de recherche-développement.
Mais au global, je veux dire que on a autant d'habitants que la Suisse et on a quand même noté ce matin que notre PIB était le tiers de celui de la Suisse. Donc il y a plus malheureux, mais il y a aussi mieux doté. Ensuite, ça peut être quoi? C'est des nouvelles collaborations, des nouvelles façons d'investir, des thématiques un peu innovantes? C'est de montrer une autre facette des agences d'urbanisme? Certains acteurs voudront aller plus loin, j'espère, et donc mettre en place des politiques qui nécessiteront que les agences viennent compléter cet observatoire et donc aident et accompagnent la mise en place de politiques adaptées à cette nouvelle grande région. Vous continuez, fort de ces 3 éditions, à promouvoir le réseau des agences et on vous en remercie, monsieur. Absolument. Merci Merci. beaucoup. Bonjour Christophe Thézenat-Dumoncel. Alors, un patronyme déjà qui nous donne quelques signaux. Vous nous venez de Saint-Étienne. Exact. Alors je suis chef d'entreprise à Saint-Étienne. J'ai créé une start-up dans le secteur des technologies médicales. Et je pense que je viens apporter mon éclairage d'entrepreneur. Alors quand vous parlez d'un éclairage d'entrepreneur, c'est-à-dire que votre expérience est singulière, elle renvoie à des bonnes questions qu'on peut se poser dans un grand ensemble régional? Les entreprises, de toute façon, elles sont au cœur des territoires, elles sont implantées territorialement sur le territoire. Moi, je suis industriel en plus, donc si vous voulez, je suis très sensible au savoir-faire. Et les savoir-faire sont portés par des hommes et des femmes qui sont à certains endroits et qui ne sont pas vraiment déménageables, en tout cas pas facilement. Et donc on a tout intérêt, nous les entrepreneurs, à entreprendre là où il y a ce savoir-faire. C'est ça qui garantit le développement et la pérennité de nos entreprises. Il est très très important pour moi que le territoire Auvergne-Rhône-Alpes maintenant se développe de façon cohérente pour permettre plusieurs choses. Les transports, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, la qualité de vie, enfin, garder les gens, les compétences heureuses là où elles sont, pouvoir avoir accès aux marchés internationaux, ça veut dire des aéroports, des trains, des autoroutes, permettre aussi aux collaborateurs de venir travailler, pareil, des trains, des autoroutes, en général ils viennent pas en avion, et puis d'aller rencontrer des sous-traitants. Dans mon secteur d'activité, on fait un appel massif à la sous-traitance en général, et on a besoin donc de pouvoir se déplacer très facilement pour aller les rencontrer ou pour qu'eux viennent nous voir. Ensuite, moi je suis dans un schéma des technologies médicales où finalement l'activité est basée, où la création est basée sur l'innovation. On a besoin d'avoir des contacts avec ceux qui innovent. Ceux qui innovent bien sûr ce sont des entrepreneurs, mais ce sont aussi beaucoup des universitaires, des chercheurs, dans les technologies médicales, principalement des chirurgiens. Et donc il faut renforcer cette proximité au maximum. C'est ce qui permet l'émergence et la transformation des très bonnes idées qui naissent dans les blocs opératoires en produits qui vont ensuite revenir dans les blocs opératoires, mais une fois qu'ils auront été développés, validés et acceptés bien sûr avec toute la réglementation. Vous avez une vision sur l'avenir dans la continuité justement des savoir-faire que vous évoquez, plutôt optimiste, c'est-à-dire que vous considérez que ce nouvel ensemble régional et ce nouveau référentiel va être une opportunité? Oui, alors en particulier sur Auvergne-Rhône-Alpes. Mes activités m'amènent aussi en Alsace, dans le Grand Est. Et la nouvelle région Grand Est, qui est faite donc avec l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne, connaît beaucoup plus de difficultés d'intégration que Auvergne et Rhône-Alpes. Auvergne et Rhône-Alpes sont très complémentaires. Grosso modo, on avait envie de travailler ensemble, on travaillait déjà ensemble, et pourtant ça va être difficile. Alors imaginez quand en plus, à l'origine, on n'a pas vraiment envie de travailler ensemble. Bon, donc c'est très important que finalement on vienne, en particulier pour Auvergne-Rhône-Alpes, bâtir sur une volonté commune de se dire on va faire des choses maintenant ensemble parce qu'on est beaucoup plus fort, parce que ceci, parce que cela. Rhône-Alpes avait besoin de se recentrer sur l'Ouest et Auvergne était vraiment trop petite. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne alliance. Donc c'est un peu le message que vous avez délivré cet après-midi auprès des conférenciers, de dire c'était une nécessité et maintenant allons-y. Politiquement c'était important, enfin, pour la partie taille économique, visibilité internationale, oui, parce que dans les technologies médicales, le marché est immédiatement mondial, ou en tout cas européen. Et à partir du moment où on est à Saint-Étienne, on n'est pas vraiment visible. Par contre, si on dit qu'on est centré autour de Lyon, ça va déjà beaucoup mieux. Et si la région elle-même devient visible par des données démographiques, économiques, qui la placent pas très très loin de Turin ou de Milan ou de Barcelone, immédiatement, quand on est sur des salons, on est beaucoup mieux identifié. Et surtout, les savoir-faire on a plus de chances de faire passer nos savoir-faire et nos compétences vers des potentiels clients dans d'autres pays européens. Donc Aura, c'est un acronyme qui sonne particulièrement bien pour... Oui, en plus, pour moi c'est joli. Et je m'en fiche complètement qu'Auvergne soit avant Rhône-Alpes, si vous voulez savoir. Il vaut mieux avoir un joli nom, voilà.
et que ça passe bien, que ce soit facile. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, je vous laisse rejoindre les débats, puisque Merci. c'est vous qui ouvrez la première table ronde d'après-midi. Merci, monsieur Merci. Théophile Dumoncel, merci. Estelle Morel-Journel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Saint-Étienne et vous nous faites le grand plaisir d'assister aux échanges de ce séminaire dédié à l'Atlas, nouvel espace régional Auvergne-Rhône-Alpes. Ça vous inspire quoi, cet nouvel objet de connaissance sur un nouvel objet institutionnel? Je pourrais dire que les 4 agences d'urbanisme se sont saisies, elles, de ce territoire, qu'elles ont accompli un travail d'un atlas qui est intéressant, qui nous montre effectivement des dynamiques territoriales, des disparités, des inégalités. Après, la question qui m'agite aujourd'hui particulièrement, même, c'est qu'un atlas ou une carte, même souvent, c'est fait pour gouverner. En tout cas, ce sont souvent des instruments de gouvernement. Donc cet atlas est là. Qui s'en saisit, comment, pourquoi. En tout cas, j'ai l'impression que de manière interne, si je puis dire, les équipes des 4 agences s'en sont, elles, largement saisies, que ça a apporté et changé, sans doute, distribué autrement les regards qu'elles portaient sur leur territoire. Maintenant, la question, c'est au-delà des agences, les élus, les collectivités, la région. Que fait-elle de cet outil qui est, je pense, un beau point de départ pour penser ce territoire? Alors en effet, on est dans une donne un peu, puis dans un effet transitoire aussi. Mais du point de vue de l'enseignant-chercheur que vous êtes, ça veut dire que est-ce qu'il y a aussi des thématiques qui peuvent être aussi des occasions assez fabuleuses de revisiter le savoir régional à l'échelle de Auvergne-Rhône-Alpes? C'est vrai que dans l'Atlas, j'ai été intéressée par exemple par la partie environnementale. Mais je me suis dit que cette partie environnementale pouvait aller plus loin, qu'on est un petit peu dans une gamme habituelle de recension des atouts environnementaux par exemple, mais qu'on pouvait aller plus loin parce que c'est une opportunité à cette échelle-là, avec des territoires métropolisés au fort dynamisme et puis des territoires en décrochage, dont les dynamiques sont beaucoup moins affirmées, mais qui a aussi une dimension environnementale dans tout ça, au travers de l'étalement urbain, au travers de l'environnement dégradé par des histoires industrielles longues, par exemple, et que penser ces questions-là en termes de justice environnementale à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes pouvait être quelque chose de très intéressant. Dans les petits cailloux que vous semez en tant qu'enseignante-chercheur, qu'est-ce qui stimule ce rapprochement Lyon-Saint-Étienne ou d'autres rapprochements du point de vue de la recherche? Tout ce qui se passe en ce moment, alors évidemment en termes avec la réforme territoriale, avec toutes ces tensions aussi qu'il y a eu sur la recomposition ou le nouveau dessin de ces régions, ce sont aussi des opportunités pour bousculer peut-être un petit peu la vision des territoires que l'on a à l'échelle française. C'est un mot qui m'a un petit peu fatiguée, le territoire, pour tout vous dire. Qui dit territoire dit limite, en tout cas, dit contiguïté, et que peut-être il y a des expériences aujourd'hui intéressantes aussi en termes de coopération, de gouvernance, qui sont celles de l'interterritorialité, et que peut-être le terme que l'on pourrait retenir maintenant, dans la mesure où on est dans une économie mondialisée, qui fonctionne en réseau, avec des territoires certes contigus, mais qui ne sont pas forcément toujours en phase d'un point de vue des dynamiques, c'est de dire cette région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un nouvel espace. Ce que j'ai apprécié dans l'Atlas, c'est que ce nouvel espace est toujours mis en lien avec quand même ce qui continue à exister à côté. Ça, c'est intéressant. On peut commencer à le réfléchir autrement qu'en territoire fermé et être davantage attentif à ce qui s'exerce en termes de coopération, de flux. Ça aussi, c'est très présent dans l'Atlas, mais qu'on peut sans doute encore aller plus loin dans cette dimension de territorialité plutôt que de territoire. Merci Christelle Morel-Journel pour cette invitation à changer de lunettes pour regarder tout cela. À très bientôt, les vôtres sont parfaites. Accordez à votre collier. Merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.